Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés et on va parler argent un tout petit peu parce que là, on va aller parler prêt hypothécaire, taux variable lorsqu'on fait des emprunts et des choses de même. Pierre-Paul, bonjour. Bonjour, Denis. Oui, le sujet est intéressant, d'autant plus que hier, la Banque du Canada s'est encore prononcée sur les taux d'intérêt et là, il y a des gens qui renouvellent leur hypothèque, il y a des gens qui veulent faire des emprunts, il y a des commerces également qui ont besoin d'emprunter de l'argent pour fonctionner. Et les taux d'intérêt sont quand même relativement hauts. Il y a quand même des moyens qu'on peut utiliser pour se protéger de tout ça. Oui, ben il y a différents points là, que je voulais revenir dessus sur tout ce qui est justement. Là, on vit dans un moment de hausse des taux, puis il y a beaucoup de gens qui sont pas habitués à ça, des gens, surtout la plus jeune génération, qui n'ont pas nécessairement vécu ça. Donc, le premier truc, là, c'est un truc c'est un vieux truc. C'est un vieux truc ben simple qui disait que quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui n'a pas de dette. Donc, okay. La première chose, dans le fond, ce qu'on veut dire par là, c'est s'habituer on est très, très habitué de vivre à crédit. Là, c'est peut-être le moment de se questionner par rapport à ça, dans le sens où plus on a du financement, plus on a ce qu'on appelle de l'effet de levier. Donc, on peut avoir plusieurs choses en même temps, que ce soit une maison, du placement, un véhicule, on peut emprunter pour faire des projets. Bon, c'est bien beau tout ça. Mais quand on arrive avec des taux d'intérêt qui augmentent, le coût de ces financements-là, donc le coût de notre projet, augmente. Donc, plus on a de financement, plus on est vulnérable à la variation de taux d'intérêt. Présentement, quelqu'un qui n'a pas de dette, là, il s'en fout que les taux d'intérêt montent. Même, il peut être content à la limite parce que là, les placements sécuritaires augmentent. Oui, effectivement. Oui. Donc, tu sais, le coût là, qu'il y a à ce financement-là vient empêcher une forme de liberté financière, puis dans beaucoup de cas, une liberté d'esprit. Donc, ce que ça veut dire, c'est l'espèce de paradigme de jouir du bien maintenant sans le payer en échange d'un paiement d'intérêt dans le temps. C'est peut-être quelque chose à repenser. Dans une stratégie plus concrète que ça peut amener, ça peut amener à nous questionner sur, est-ce que je devrais, par exemple, payer des dettes avec des placements? C'est le genre de questions qu'on peut se poser, là. Effectivement, pour baisser ses dettes. Mais une question que j'ai, la plupart des gens ont une hypothèque. Les cartes de crédit sont peut-être à zéro, tout est peut-être à zéro, mais ils ont quand même une hypothèque à gérer. Est-ce qu'on peut considérer que l'hypothèque fait partie des endettements comme tel si on gestionne bien notre budget? C'est sûr que c'est un endettement particulier parce qu'il n'y a pas grand monde qui a la capacité de payer sa maison cash. Hein. Donc, c'est certain que c'est un endettement que les gens sont très, très habitués de vivre avec. Par contre, quand on arrive à un renouvellement, mettons qu'on était sur du 5 ans puis que dans 6 mois, là, on arrive à un renouvellement, ça peut être le bon moment de se questionner, est-ce que ça vaudrait pas la peine de sortir une partie de mes placements pour payer plus vite l'hypothèque. Tu sais, à l'inverse, là, il y a des gens qui ont la discussion, quand les taux étaient à 2,5, même plus bas que ça, les taux hypothécaires, il y a beaucoup de gens qui ce qu'ils faisaient, ils empruntaient sur leur hypothèque, soit sur leur marge de crédit hypothécaire, soit ils renouvelaient en augmentant leurs prêts pour aller placer cet argent-là pour faire des rendements de 7, 8, 10 %. Donc là, on est peut-être au questionnement inverse parce que si on a un renouvellement hypothécaire à du 6 % par exemple, puis que nos placements sécuritaires génèrent du 4-5, là, c'est à se questionner sur peut-être que j'aurais avantage à sortir du placement pour payer de la dette. Ouais. Là, il ne faut pas partir en peur avec ça, par exemple. La première chose à savoir, là, c'est sûr que les gens qui se mettraient, exemple, à sortir des REER pour payer des dettes, là, il faut savoir qu'il y a quand même un impact fiscal à sortir des REER. Je comprends, on est imposable sur nos REER quand on les sort, là. C'est ça. Fait que si on a un revenu, exemple, de 60 000 par année, puis on sort 10 000 de REER, c'est comme si on gagnait cette année-là 70 000 et on va payer de l'argent sur un 10 000 de plus de revenus, finalement. Donc, c'est pas nécessairement la meilleure façon, mais il y a des gens qui ont quand même des CELI, des comptes libres d'impôts, qui, eux, quand on le sort, on n'a pas d'imposition. Il y a des gens qui ont des placements qui ne sont pas dans des régimes comme ça, dans des REER, dans des CELI ou dans des REE ou tout ça. Donc, ça, c'est des bons, tu sais, surtout avec la fluctuation des placements là, depuis 2 ans, là, que il y a eu des baisses, il y a eu des stabilités, mais il n'y a pas eu des grosses hausses, là. Fait que la plupart des placements des gens présentement, on va dire, souffrent. Et donc, ça peut être un bon moment de se questionner. Tant qu'à avoir des placements qui génèrent, peu importe, le dépendamment du risque de la personne, est-ce que ça vaudrait pas la peine de se servir du fait qu'on renouvelle, sans nécessairement casser notre hypothèque actuelle, mais quand on arrive à un renouvellement, dire, OK, je vais me prendre un 50 000, par exemple, de placement, je vais le mettre sur mon hypothèque, ça va contribuer à
même si les taux d'intérêt sont bas, mais ça va baisser mon paiement. C'est d'autant plus intéressant que lui, le 50 000, compte tenu qu'il est dans un placement, il n'est pas imposable. Ben, c'est ça. S'il était déjà dans un placement non enregistré ou dans un CELI, ben, quand on le sort, on n'a pas de facture d'impôt à payer, là. Donc, c'est sûr que, encore là, ce que je dis, faut le prendre avec des bémols, là. Il y a des gens qui, avant de sortir ça, là, assurez-vous de parler avec votre conseiller financier pour voir c'est quoi l'impact fiscal de tel placement si je le sors, parce qu'il peut avoir du gain en capital quand même. Il y a quand même des enjeux. Mais dans un CELI, normalement, non. Fait que, tu sais, il y a toutes ces notions-là de questionnement. Puis encore là, je dis pas que c'est une solution qui s'applique à tous, mais c'est quelque chose à réfléchir. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans l'hypothécaire, on en parle, mais c'est d'autant plus vrai. Quelqu'un qui a de l'argent sur une carte de crédit puis qui a de la difficulté à la ramener, puis là, il se questionne, mais je devrais-tu sortir des placements pour payer une dette? Mon Dieu. Il y a des questionnements à avoir pour ça. Tu sais, oui, si on génère du 7% sur un placement puis qu'on paye 20% de la dette, en général, c'est une très bonne idée de sortir son placement, payer sa dette. Mais il ne faut pas oublier l'impact fiscal. Puis, il ne faut pas oublier non plus que les gestionnaires de portefeuille qui, eux, placent votre argent, eux autres sont payés sur un pourcentage de ce que vous avez sous gestion. Fait que c'est sûr qu'en général, ces gens-là vont avoir l'avantage, la volonté que vous gardiez vos placements parce que c'est comme ça qu'ils sont payés. Fait qu'il faut aller voir c'est quoi les vraies raisons en arrière de ça. Qu'est-ce qui est préférable pour moi? Parce qu'il y a tout le temps la notion de si je le sors mon placement, c'est avec ça que je me force à faire de l'épargne, fait que je veux le garder, mais il faut toujours comparer c'est quoi qui nous rapporte en termes de rendement net d'impôt, c'est quoi que ça nous coûte en termes de coût net d'impôt aussi. C'est important parce que ça laisse supposer, par contre, lorsqu'on fait ça, c'est qu'on veut baisser évidemment le taux d'intérêt sur nos prêts quelconques, surtout les cartes de crédit où les taux d'intérêt sont exubérants. Mais à quelque part, il ne faut pas non plus payer ces taux d'intérêt-là, payer ce capital-là, puis se réendetter aussi rapidement. Il y a un budget à faire pour se balancer son budget familial, surtout que c'est compliqué avec le coût de la vie qui remonte, là. Oui, exactement. C'est sûr que si on paye la dette d'un côté puis on se rendette par après parce qu'on a surtout, exemple, l'impression de ne plus avoir autant de dettes, fait que là, on est bien. Ça, c'est un phénomène qu'on a vécu en début de pandémie. Je sais pas si tu te rappelles, mais on était parti dans les 180% de taux d'endettement des ménages. On avait descendu à 133%. On avait baissé de façon drastique. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Ils se sont réendettés. On est rendu à 185% encore. Donc, quand les gens ont de l'espace, on dirait, pour emprunter, la tendance, c'est de dire, là, j'ai de la place, je vais emprunter. On peut s'habituer à vivre en dessous de nos moyens et effectivement, ça passe par faire un revenu dépense, établir un budget, on en a déjà parlé dans d'autres chroniques, prévoir une marge de manœuvre dans ce budget-là et s'assurer aussi du respect de ce plan-là. Ce fameux budget-là, si on ne fait pas de suivi à savoir, je le respecte-tu, avoir de la rigueur, il ne nous sert absolument à rien, ce budget-là. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont faire les étapes, le revenu dépense, faire le budget, faire leur plan, ça va super bien, mais ils vont pas nécessairement mettre en place des stratégies pour se revérifier 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Bon, est-ce que je respecte ces plans-là? Puis il faut faire des choix que on est en accord, mais tu sais, faut se traiter comme quelqu'un qui va être capable de respecter les propres ententes qu'on prend avec nous-mêmes. Tu sais, des fois, là, on va se faire un budget, mais on le respecte même pas. Ça veut dire qu'on respecte même pas nous-mêmes nos priorités qu'on s'est mis. Donc, il faut absolument se prendre en charge, avoir de la rigueur. Puis, idéalement, si on est capable de s'habituer à vivre en dessous de nos moyens, ça, il y a déjà une mode, là, simplicité volontaire et tout ça. Ça demeure une façon très, très simple de soit prendre une retraite plus rapide, de soit pas dépendre du crédit et donc que ça nous affecte pas les taux rapidement dans notre vie et d'avoir le moins de paiement possible. Il y a beaucoup de gens qui vivent très mal avec le stress financier. D'avoir le moins de paiement possible, ça vient enlever une grosse partie du stress pour beaucoup de gens aussi. Et comment donc? Mais c'est pas, on dirait que c'est pas jojo de vivre sans dette. On dirait que les gens ont tendance à s'endetter, à vouloir, en fait, acquérir du matériel énormément. Puis je pense que c'est là que le bas blesse beaucoup, hein? Oui, société de consommation, voisins gonflables, c'est tous des phénomènes que malheureusement on voit, puis on voit ça fréquemment. Il faut arrêter de se comparer aux autres, ça c'est bien certain. Il faut se comparer à soi-même. Il faut avoir nos propres objectifs. Et des fois, c'est sûr que les gens aiment ça se comparer puis dire regarde, moi j'ai tel véhicule, j'ai telle affaire.
Ben ça, il faut que ça faut être capable que ça nous passe 6 pieds par-dessus la tête, ces choses-là. Puis il faut regarder nos propres finances parce que il y a des gens qui vivent très, très bien avec le stress financier. Et ces gens-là, ils peuvent avoir des paiements tout partout, ils vivent très bien avec ça. Ben peut-être que nous, on le vit moins bien, ce stress-là de paye en paye, de pas savoir si on va être capable de faire nos paiements. Donc, il faut vraiment regarder sa propre situation. La fameuse voiture usagée, tu sais, des gens vont rationaliser beaucoup le fait de dire moi ça me prend une voiture neuve parce que sinon je vais avoir des réparations, puis la fiabilité, puis on est capable d'avoir une voiture usagée très fiable et si on se met à additionner les frais de réparation, quand bien même ça nous coûterait 1 000-2 000 $ par année de frais de réparation, ça va être bien moins cher qu'une voiture neuve. Ouais, effectivement. Donc, il y a tous ces enjeux-là à avoir en tête. Puis, on en parlait dans une autre chronique aussi, les fameux ratios, je ne sais pas si tu te rappelles aussi de ce bout-là, mais les guidelines générales qu'on devrait suivre, là, le logement et les télécommunications. Là, on parle d'Internet, on parle du paiement de logement, d'hypothèque, des taxes, de tout ce qui touche la maison. Cellulaire rentre là-dedans, Internet, tout ce qui touche les télécoms rentre là-dedans aussi, devrait rentrer dans 40 % de notre revenu net. Okay? Ensuite, un autre 20 % devrait être pour nourriture, vêtements, ce genre de choses-là. Encore là, nourriture, il y a un paquet de trucs de regarder les spéciaux, d'adapter notre alimentation aussi avec les saisons. Il y a quand même très peu de gens qui font ça, mais il y a des légumes de saison, des fruits de saison. Il y a des moments dans l'année où des choses coûtent plus cher. Ben, on est capable d'ajuster notre alimentation si on porte moindrement attention à ça pour essayer de respecter ce fameux 20 %-là. Et le dernier 20 % bien important, c'est le déplacement. Donc, essence, paiement de véhicule, entretien, immatriculation, changement de pneus, changement d'huile et tout ça dans une année devrait rentrer dans 20 %. Fait que si on respecte ça, là, on a 80 % de notre budget qui vient de couvrir les essentiels. Et il nous reste un 20 % pour de l'épargne, se prévenir des imprévus, puis mettre du loisir un petit peu au travers de ça. Oui, effectivement. Mais quand on parle du 40 % de départ avec les prix du loyer, ça doit être assez difficile à rencontrer pour bien des gens, ça, à l'heure actuelle? Bien, c'est sûr que si on parle des gens, exemple, au niveau du seuil de la pauvreté au plus bas, c'est pratiquement impossible. Ok. Si on parle de monsieur, tu sais, la personne moyenne, c'est possible, mais ça vient, disons, des gens qui vivent familialement, ou qui vivent en couple, qui n'ont pas d'enfants, c'est très faisable. Mais les gens ont l'habitude d'avoir, ils veulent des belles choses, veulent des beaux loyers, veulent, tu sais, il y a des coûts reliés à ça, mais quand on est à loyer, on a un paquet de dépenses qu'on n'assume pas dans une maison. Et même avec les coûts des loyers actuels, les gens sont capables de rentrer ça dans 40 % de leur revenu. Mais oui, il y a des gens qui vont avoir besoin de la colocation. Il y a des gens qui vont vivre entre amis. Il y a des gens qui vont éviter, qui vont retarder l'achat d'une maison, même s'ils ont des enfants qui vont demeurer à loyer. Tous ces éléments-là, on le voit, mais il n'y a pas de logique derrière. Je vais économiser en m'achetant une maison. Là. En tout cas, c'est très, très, très rare. Il faut vraiment s'en aller en périphérie très loin. Puis là, on vient de rajouter beaucoup de frais de déplacement quand on fait ça. Et ça peut être une option, mais faut vraiment l'analyser globalement dans ce temps-là. C'est vraiment quelque chose à vérifier, effectivement. Au prix des maisons aujourd'hui, c'est assez impressionnant, surtout avec les taux d'intérêt qui vont s'amalgamer à tout ça. Pierre-Paul, c'est déjà tout le temps qu'on a. J'aimerais qu'on donne des coordonnées pour vous rejoindre, c'est important. Oui, les gens peuvent nous rejoindre lacasesyndic.com. Les gens peuvent nous appeler au 1-844-LACASE. C'est dans le fond, c'est le 1-844-522-2773. Les gens peuvent aller nous suivre aussi sur Facebook, LinkedIn. On fait plusieurs publications sur notamment nos entrevues, mais sur d'autres éléments là, qui touchent les finances personnelles. Et puis que les gens n'hésitent pas là, à nous appeler. On restructure présentement. On est très, très occupés. On restructure beaucoup de finances de beaucoup de personnes, toujours en essayant évidemment d'éviter la faillite, la proposition de consommateur, tout ce qui touche le dossier de crédit. On essaye d'éviter ça le plus possible quand c'est faisable. Malheureusement, quand les gens viennent nous voir trop tard, on n'a pas le choix d'utiliser ces outils-là, mais ça permet quand même de donner vraiment une belle marge de manœuvre aux gens qui viennent nous rencontrer. Là. C'est génial, ça. Pierre-Paul, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. C'est toujours très agréable. Merci, Danny.